Bonjour, maître Albert Salmeron. Vous êtes donc avocat au barreau d'Avignon au sein du cabinet Judilex et spécialiste du droit pénal et de la criminologie. Vous allez aujourd'hui nous parler de la tribune de Francis Lalanne et des implications juridiques après la lecture de certains articles qu'on a pu voir dans la presse et dans les médias qui font état que M. Lalanne pourrait courir un risque d'une amende ou de quelques années de prison si le parquet s'en autosaisissait. Peut-être pour commencer, comme on le fait d'habitude, est-ce que vous pourriez présenter un peu votre activité, ce que vous faites dans votre cabinet et vos expertises? Bien sûr, bien sûr. Alors, comme tout avocat, je suis généraliste avant tout. Lorsque nous faisons nos études, il est évident qu'on ne traite pas que d'une branche du droit. Ensuite, c'est la clientèle qui vous spécialise et j'avais sur Lyon obtenu un diplôme de criminologie, de droit pénal et procédure pénale. D'accord. Et donc, c'est ce qui vous a amené à vous spécialiser dans ce type de droit. Et comment vous êtes arrivé à connaître M. Lalanne? Alors, M. Lalanne, c'est quelqu'un qui m'a contacté lorsque nous étions tous les deux engagés dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Nous ne nous connaissions pas, mais il avait eu vent que je voulais déposer une plainte auprès de la Cour pénale internationale contre Macron pour toutes les mutilations dont ont fait l'objet certains manifestants dans le cadre du maintien de l'ordre, parce que nous étions quand même très peu de pays encore au monde à utiliser de tels procédés. Notamment, je parle des gaz lacrymogènes qui ont eu des effets très néfastes sur la santé de ces manifestants. Hein. Là, on parle des NAS. Et puis, on le sait, des mains arrachées, des yeux éborgnés avec les lanceurs de balles de défense. Et puis, lui aussi avait cette idée de déposer une plainte auprès de cette Cour pénale internationale et il m'a contacté qu'il n'y ait pas deux plaintes, mais qu'une seule qui aurait plus de poids. Et nous avons travaillé tous les deux dessus. Nous sommes allés la déposer ensemble à La Haye, tous les deux. Et elle a été suivie des faits, cette plainte? Alors, elle est toujours en cours, c'est-à-dire qu'elle est toujours déposée. On sait que la justice est longue déjà au niveau national, alors on imagine au niveau international. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de son, pas d'image, mais on peut toujours espérer qu'un jour, si Macron est lâché par ses pairs, on ne sait pas ce qui peut se passer, on puisse récupérer justement ce numéro de dossier pour régler les comptes entre les citoyens et ce président de la République. D'accord. Donc, il y a un passé, on va dire, de contentieux et d'attaque de certaines des actions du gouvernement. On a vu dernièrement que Francis Lalanne avait donc publié une tribune qui est assez dure et qui a été interprétée dans certains médias d'une certaine manière. Vous en pensez quoi, vous, en fait, de ce qui s'est passé? Alors déjà, il ne faut pas oublier que tout ce qui se passe actuellement, c'est la suite logique de toutes ces lois scélérates qui ont été mises en place depuis des années par Macron. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron, manifestement, accélère les inflations législatives avec notamment la violation en permanence de notre Constitution de 1958 en bafouant par la prise de ces dispositions législatives notre liberté de penser, liberté d'opinion, donc, liberté d'expression, la liberté de la presse aussi pour vous, journalistes. Et puis, lorsque je l'entends parler, je me dis toujours qu'on sait qu'au plus haut sommet de l'État, les mots sont choisis minutieusement. On dit, par exemple, éducation nationale et non pas enseignement national. Il me semble que l'éducation revient aux parents, non pas à ces structures. Il y a la distanciation sociale. Pourquoi on ne l'appelle pas distanciation sanitaire? Emmanuel Macron avait dit au mois de mars que nous étions en guerre contre le virus. Effectivement, ça aurait dû nous alerter. Nous avons des attestations de déplacement, nous avons des couvre-feux. Donc, effectivement, nous sommes en guerre, mais peut-on dire aujourd'hui que ces mesures soient nécessaires contre un virus dont on n'a pas d'ailleurs de rapport qui émanent de personnes compétentes mais indépendantes. Et c'est un peu cela ce que dit Francis Lalanne dans sa tribune, c'est que pour le moment,
nous n'avons pas d'organisme indépendant qui a rendu des rapports, notamment avec des personnes qui soient des sommités dans leur domaine, comme le professeur Raoult, et qui puisse y avoir un débat ouvert et surtout une expertise qui serait contradictoire avec des professionnels totalement indépendants, avec des questions que l'on pourrait poser dans le cadre de cette expertise, parce que là, on nous donne toujours des rapports, d'ailleurs, bien souvent, soit qui ne tiennent pas la route, soit qui sont complètement falsifiés. Là, je parle du Lancet, que d'ailleurs, nous avons découvert le poteau rose grâce au professeur Raoult, parce que nous, c'est pas notre métier, mais c'est celui du professeur Raoult. Voilà, où il n'y ait pas toutes ces données qui soient soit faussées, soit falsifiées. On aimerait avoir un compte rendu vraiment par des professionnels indépendants, comme on le fait nous, les avocats, tout au long de notre carrière. Vous savez que lorsqu'il y a, par exemple, un sinistre, il y a deux assureurs qui nomment leurs experts, mais on sait que ces experts-là vont travailler, il y a un conflit d'intérêts, hein, ils vont travailler chacun pour leur compagnie d'assurance, et donc ils tirent la couverture. Et donc, en droit, le magistrat considère toujours que sans expertise contradictoire et sans expertise judiciaire, les rapports rendus par ces assureurs ne peuvent pas permettre de connaître précisément la vérité. Et bien là, c'est exactement la même chose. On nous donne des données, des rapports, mais on ne peut pas poser des questions, on ne peut pas vérifier ce qu'il y a dans ces rapports, et surtout, on sait bien qu'il y a toujours des conflits d'intérêts entre ceux qui les rendent et les grandes industries pharmaceutiques et les grands laboratoires. Donc, on nous fait de la propagande pharmaceutique et vaccinale en réalité. Juste quand même pour revenir un petit peu à cette expertise, il y a eu un rapport d'une commission d'enquête du Sénat, il y a eu un rapport de commission d'enquête de l'Assemblée nationale, donc il y a quand même eu, et si jamais je ne m'abuse, il y a aussi un autre rapport qui a été commissionné par l'Élysée sur la gestion de la crise. Donc il y en a eu des rapports, mais donc ça, quelque part, ça ne vous satisfait pas ces rapports ? Ça ne me satisfait pas, tout comme Francis Lalanne, et c'est là que je lui donne raison, parce que comme je viens de le dire, nous, on n'a pas de droit de regard. On ne peut pas poser des questions. Lorsqu'il y a des incohérences sur ces rapports, on ne peut pas les soulever, on ne peut pas les relever. Il n'y a personne en face pour nous répondre. Et c'est là que prendrait tout son sens des expertises judiciaires, pourquoi pas, ou même que administratives, sanitairement parlant, mais avec d'autres professionnels qui, eux, interviendraient de manière tout à fait indépendante et qui n'auraient pas de lien avec un quelconque laboratoire ou une quelconque industrie pharmaceutique. D'accord. Et vous tenez compte dans vos propos qu'on est dans une situation de loi d'urgence qui fait appel à, on va dire, certaines modifications de la gouvernance pour répondre aux besoins sanitaires? Si, je peux le comprendre, mais toujours à la condition que le peuple soit informé, parce qu'on voit tout et son contraire dans ce qu'on nous dit. Je vais vous rappeler l'épisode des masques. Hein. Il faut porter un masque, puis finalement, le masque ne servirait à rien. Ensuite, on peut fabriquer des masques en tissu. Aujourd'hui, on ne peut plus porter des masques en tissu parce que cela ne préserverait pas du virus. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas arrêter un pays comme ça. On ne peut pas violer les libertés individuelles et collectives alors que l'on pourrait, ça c'est qu'une piste, je ne dis pas, parce que je ne suis pas médecin, que cela serait suffisant, mais pourquoi ne pas plutôt protéger les personnes vulnérables, les personnes âgées qui, elles, se protégeraient, par exemple, qui pourraient s'autoconfiner si elles le souhaitent, en attendant une vaccination, mais encore faudrait-il que cette vaccination marche et qu'il n'y ait pas trop d'effets secondaires, hein, plutôt que de sacrifier la jeunesse ou ceux qui ont un âge médian. D'accord. Et il y a quand même eu certaines procédures juridiques, des référés liberté au Conseil d'État qui ont eu lieu. Donc la justice a quand même été saisie. Quelque part, ça ne vous a pas donné satisfaction? Non, ça ne me donne pas satisfaction parce que soit ces magistrats ne rendent pas une décision qui satisfasse tout le monde
Elle est, comme nous on dit parfois, mi-figue, mi-raisin, donc on essaie de faire plaisir un peu à tout le monde, mais rien n'est, au fond, réellement tranché. Soit on rejette directement les recours exercés par les citoyens. D'accord. Pour revenir un petit peu à cette tribune, donc on a pu lire que M. Lannes encourait une amende et quelques années de prison, ce sujet-là, et qu'un magistrat pourrait éventuellement s'autosaisir. Qu'en pensez-vous de tout ça? Alors, c'est vrai que l'article visé dans les médias, je suis allée voir un peu ce qui se disait, ce qui avait été écrit. C'est l'article 413-3 du Code pénal qui est visé et qui vise aussi lorsque cette infraction a été faite par la voie de presse écrite ou audiovisuelle, inquiéter le directeur de la publication. D'accord. Sauf que la loi pénale, elle est d'application stricte. J'ai lu le texte, j'ai lu également la tribune de Francis Lalanne. On ne peut pas dire que cela rentre dans les conditions et qu'il ne pourrait pas, en conséquence, être poursuivi pour ces faits-là. Alors, un juge ne peut pas s'autosaisir, c'est un procureur qui peut le faire, en revanche. Et j'aimerais bien d'ailleurs que les procureurs qui se disent indépendants du pouvoir exécutif puissent avoir un raisonnement à l'égard de ses citoyens, tout comme il l'a eu pour Emmanuel Macron lorsqu'il a fait un repas avec 11 personnes au lieu de 6, hein, et où là, on sait que le texte visé, c'est la mise en danger de la vie d'autrui. Il n'y a pas eu de poursuite. Moi, je doute qu'un procureur digne de ce nom et totalement indépendant poursuive Francis Lalanne ou François au titre de cet article, parce que lorsqu'on lit la tribune de Francis Lalanne, on voit que d'abord, il demande la destitution et soutenue et prévue par l'article 68 de la Constitution. Cet article, je vais, si ça vous intéresse d'ailleurs, le lire, c'est le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis affectés à toute forme de service national. Donc déjà, ça ne concernerait pas un appel aux citoyens qui, en tout état de cause, tous les avocats le savent, on ne peut être pénalement responsable que de ses propres faits, sauf association de malfaiteurs. Mais là, il n'y a pas d'éléments qui démontrent que Francis Lalanne se concerterait et ferait des actes préparatoires pour, par exemple, un coup d'État avec un groupe de citoyens. Et comme je vous disais, en tout état de cause, ça ne concerne pas les citoyens. Et je ne vois rien dans ce texte qui provoque à la désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires ou des assujettis à la défense nationale. Qu'est-ce qu'ils disent dans sa tribune? Ils parlent d'abord de sa destitution. Et ce n'est qu'après qu'il appellerait l'armée à en tout cas, à aller chercher cet homme du pouvoir qui, en cas de destitution, ne quitterait pas le pouvoir. Et il y a deux choses importantes que j'ai soulignées dans cette tribune, c'est je demande aux plus grands responsables militaires français de procéder au nom du peuple français à la mise à pied des auteurs du coup d'État. Il ne dit pas faites un coup d'État, il dit de procéder au nom du peuple français. Et ça serait après destitution. Lorsqu'on lit le déroulé de cette tribune, on voit que c'est après destitution. Ensuite, une fois les auteurs du coup d'État mis à pied, j'appelle l'armée française à les faire comparaître devant un tribunal constitué en haute cour pour qu'ils aient à répondre du chef de haute trahison. Donc là aussi, ça serait après destitution, pas avant. Donc, ça ne rentre pas dans le cadre de l'article 413-3 du Code pénal. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis allée défendre deux personnes qui étaient dans le mouvement des Gilets jaunes et qui étaient poursuivies. Donc là, le procureur, manifestement, soit ne sait pas lire, soit n'est pas indépendant, comme il le sous-entend régulièrement. Elles étaient poursuivies pour une critique de décision de justice. Sauf qu'elles avaient simplement mis une banderole où il y avait marqué « Police et justice corrompue ». On ne parlait pas de décision de justice. Comme je vous ai dit, le droit pénal est d'application stricte, on lit mot à mot le texte et on regarde si l'infraction est constituée. Et bien, ces deux personnes ont été relaxées des faits de la poursuite visée par le procureur qui a pensé qu'on critiquait une décision de justice.
Or, ce procureur savait pertinemment qu'on ne critiquait pas une décision de justice, c'était une banderole avec des termes généraux. Et je pense que si un procureur poursuit Francis Lalanne ou votre direction, ils vont se heurter à la même chose, à la même analyse par le juge, c'est qu'il n'y a pas d'appel direct auprès des militaires à aller chercher Macron sans décision. Non. Et il appelle l'armée après destitution si celui-ci ne quitterait pas le pouvoir. Donc, juridiquement, pour moi, ça n'engage que moi, mais j'ai un peu l'habitude des prétoires en matière pénale, ça ne tient pas la route, il ne pourrait pas y avoir de condamnation, en tout cas sur cet article visé. Merci, Maître Albert Sameron, pour ça. Une précision. Alors, pourquoi les médias se sont saisis et ont prêté ces propos de manière, on va dire, déformée, après vous? Alors, il y a deux choses. On sait bien qu'il y a beaucoup de médias actuellement qui veulent faire plaisir au pouvoir, qui prennent sa défense bec et ongle. On voit que même lorsque on montre des contradictions, ils vont tout faire pour essayer de sortir de là. Ils pataugent, c'est des sables mouvants, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils s'enfoncent parce que c'est un tout petit peu penser que le citoyen est bête et qu'il n'a pas de recul nécessaire, qu'il n'est pas intelligent et qu'il ne peut pas comprendre, qu'il a besoin de ces médias pour comprendre. Donc là, c'est prendre quand même les Français parfois pour des imbéciles. Et par ailleurs, deuxièmement, c'est parce que souvent, ils lisent en transversal et qu'ils ne sont pas juristes. Chacun son métier. Un journaliste ne peut pas dire comme ça, voilà, M. Francis Lalanne risque de la prison et 75 000 € d'amende sur le fondement de l'article 413-3 du Code pénal, sans être allé voir que disait cet article. Si on pouvait l'opposer justement à la tribune de M. Francis Lalanne. Voilà, chacun son boulot, chacun son boulot. Je pense que au lieu de cela, si j'avais été à leur place, si j'avais été journaliste avec une indépendance morale que l'on attend d'un journaliste, j'aurais invité M. Francis Lalanne pour justement lui poser des questions et savoir pourquoi il publie de telles tribunes et connaître le fond et connaître aussi peut-être les preuves qu'il aurait en sa possession, parce que c'est ce qu'il dit aussi, qu'il a certains éléments de preuve en sa possession. Donc, vous pensez que ces articles invitent à un droit de réponse ou sont quelque part diffamatoires? Bien sûr, et on peut demander ce droit de réponse auprès d'un directeur de publication. Moi, en ma qualité d'avocat, j'ai déjà eu à le faire, mais ça serait quand même beaucoup plus équitable que les journalistes eux-mêmes le fassent, sans qu'on leur fasse la demande par écrit. Ils pourraient dire, voilà, M. Francis Lalanne a publié cette tribune, nous allons lui demander un entretien, une interview, et lui poser des questions qui soient judicieuses, mais qui éclairent surtout le peuple, parce qu'on a l'impression que certains médias ne sont pas là pour éclairer le peuple, puisqu'il n'y a pas de débat contradictoire. Ils ne demandent pas de débat contradictoire. Ils se contentent de salir quelqu'un sur des tribunes qu'ils ont lues en transversale, et ça s'arrête là. Mais le problème, c'est que c'est comme ça depuis des années déjà. C'était déjà comme ça dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Donc, si jamais je peux en conclure, vous êtes en train de dire que ces articles sont plus des opinions de médias plutôt que du travail journalistique qui serait d'incarner le quatrième pouvoir? Ah, mais ça, complètement. Vous savez, il n'y a pas que trois pouvoirs. Aujourd'hui, il y a le pouvoir des médias et le pouvoir financier qui s'ajoutent à nos trois pouvoirs. Donc, il y a 5 pouvoirs en réalité en France. Je crois d'ailleurs que c'est un peu partout dans le monde. Mais ce n'est pas parce que c'est partout dans le monde que nous, en France, on doit se laisser faire. Écoutez, Maître Albert Sameron, merci beaucoup de nous avoir Prie, donné ces éclairages vous en prie. sur la tribune de Francis Lalanne qui, d'après vous, ne mériterait pas une saisine et mériterait une autosaisine des journalistes, si on peut le dire, pour corriger leurs textes qui portent plus atteinte à l'intégrité d'une personne et à son travail de libre penseur, comme il le dit lui-même. On vous remercie d'avoir été sur la chaîne de François et on vous souhaite une bonne journée. Vous aussi. Au revoir.